Chapitre 13. Pas les masques. Le nouveau Patrick que découvrait Lucas ne lassait pas de le surprendre, voire de l'inquiéter, tant il mesurait l'ignorance de sa vraie personnalité et de son passé, dans laquelle son oncle l'avait maintenu toutes ces années. Une fois encore, il avait l'impression d'avoir quitté la réalité et de se retrouver dans un de ces films qu'il se plaisait, il y avait à peine quelques jours, à regarder ensemble, Patrick et lui. Une nuit. Il avait suffi d'une simple nuit pour que sa vie d'adolescent tranquille, dans sa petite ville de province, dont la seule rébellion consistait à enfreindre régulièrement le périmètre de la Telcorp, bascule à tout jamais. L'arrivée du message, sur le Cosmosaure, avait été la brise qui annonce la tempête et le déclencheur de tout ce qui avait suivi. Quand il était remonté dans sa chambre, tout à l'heure, avait déverrouillé la porte et poussé le panneau de bois pour se retrouver devant le capharnaüm organisé qui était son univers personnel, les armées de figurines qui l'attendaient, alignées sur son bureau ou le plancher, dans leurs vitrines de verre, les appareils, tanks et vaisseaux extraordinaires, lui avaient soudain paru tout petits. Il avait l'impression que la pièce et tout ce qu'elle contenait avaient rétréci. L'aventure, cette aventure qu'il vivait par procuration, à travers ses avatars de plastique et de résine, l'attendait maintenant ailleurs, et grandeur nature, plus que nature même, dans cette jeune fille aux cheveux blancs qui était sortie de cet engin, ce dinosaure aux manières de gentleman anglais, ces hommes qui avaient fait irruption dans leur vie, cet autre monde que les deux visiteurs avaient évoqué. Et là, au seuil de basculer, devant son petit univers bien ordonné, dont il dirigeait chaque mouvement, chaque déplacement, chaque bataille, il hésitait, pris de vertige devant l'ampleur de ce que Corée et Kshan leur offraient. Il avait peur. Serait-il à la hauteur? Serait-il capable de relever le défi? Il n'avait pas pu tout à l'heure presser la détente. Et si Kshan n'était pas intervenu, tout aurait pu être perdu. Mais de là à faire feu sur un autre être humain, ce n'était plus un combat de bonhomme miniature sur un plateau de jeu ou un diorama, ni même un acteur de cinéma qui se relèverait une fois la scène achevée, non. Tout ça arrivait pour de vrai. Traversant la chambre avec une étrange émotion, il avait fermé la fenêtre, en lançant au dehors un dernier regard pour voir si aucune autre voiture ne s'approchait dans l'allée, puis s'était tourné vers le Cosmosaure, qui ronronnait toujours comme un énorme matou électronique sur la table de nuit près de son lit. Une pitchounette sur la souris, il avait rallumé l'écran qui avait aussitôt affiché le message de son père, ou du moins qu'il avait cru être de son père, et qui, en quelque sorte, l'était bien un peu. Un message qui, au final, avait pris la forme d'une jeune fille aux cheveux blancs, habillée comme une princesse venue d'un autre monde, ce qu'elle était très exactement, qui, en moins d'une nuit, avait ravi son cœur, et se révélait maintenant être sa sœur. « Merci, papa », avait-il lancé intérieurement, en fixant les mots écrits sur le moniteur luminescent qui semblait le narguer comme un gros œil carré, avant de presser le bouton de marche-arrêt. Sur un petit bruit, le ronronnement s'était tu. L'écran était devenu noir. Il était demeuré immobile quelques secondes, à fixer le rectangle vide, jusqu'à ce que la voix de Patrick, montant de la cave, ne le rappelle à l'ordre. « Lucas, qu'est-ce que tu fais? J'ai besoin de toi ici. On n'a pas beaucoup de temps. » Il s'était donc dirigé vers l'entrée, mais une fois sur le seuil, s'était retourné pour jeter un dernier regard derrière lui, vers cette vie qu'il abandonnait pour... Pourquoi? Pour vivre l'aventure de ta vie, lui avait répondu cette partie de lui-même
qui n'avait pas hésité à sauver Corée, aurait défié pour elle tous les dangers, celle qui l'avait fait se jeter sur le pistolet tout à l'heure, en bas des marches, celle qui lui disait qu'on n'avait pas 2 fois dans son existence la chance d'entrer dans un rêve. Au moment d'éteindre la lumière, pourtant, il hésita. Son regard tomba sur les 2 figurines qui trônaient sur le plateau supérieur de son bureau. Ces 2-là, c'étaient ses préférés. Il avait mis des heures à les peindre, y avait investi toute sa patience, tout son savoir-faire, tout son cœur. Elles étaient ses chefs-d'œuvre. 1000 fois il s'était laissé aller à se raconter leur aventure. La première était celle d'un guerrier revêtu d'une armure médiévalo-futuriste, enveloppé d'une grande cape et portant sur le visage le crâne blanc d'un loup au croc énorme. Dans un de ses gantelets, il brandissait une arme à sa mesure qui tenait autant de la tronçonneuse que de l'épée médiévale. Lui faisant pendant, tout aussi menaçante, mais à son antipode, se dressait dans une pose qui n'était pas sans rappeler celle d'une ballerine, en plus dangereuse, une guerrière aussi légèrement vêtue qu'il était caparaçonné, svelte et féminine en diable, de ces silhouettes tout en courbes et contre-courbes qui hantent les comics books américains. Fantasme de garçon où Eros épouse Thanatos. Lascive et martiale tout à la fois, elle brandissait dans chaque main une lame semblable à une griffe. Sa longue queue de cheval semblait s'enrouler autour d'elle tel un serpent blanc. Blanc comme les cheveux de Corée. Pris d'une subite impulsion, il les avait saisis tous 2 et les avait enfouis dans une de ses poches avant de retourner à l'entrée. Son doigt s'était levé, avait effleuré l'interrupteur, un dernier regard, il avait éteint la lumière. L'ombre s'était refermée sur ses armées miniatures, renvoyant au néant les ultimes lambeaux de son enfance. Il était descendu à la cave rejoindre Patrick, Corée et Kshan. Il les avait retrouvés fort occupés à s'assurer de leur dernier prisonnier, qui, ayant repris connaissance, les fixait d'un œil encore voilé, mais déjà furieux. Celui-là n'était visiblement pas content de la tournure des événements. Il tenta même d'envoyer un coup de pied dans le visage de Patrick, alors qu'il achevait de ficeler sa jambe à un des pieds de sa chaise. Le bout d'une lourde canne de bois se posant sur son épaule le calma aussitôt. Patrick expliqua au gorille en costard et coupe en brosse, dorénavant un peu moins impeccable. « Si tu recommences, mon pote, je demande à mon ami Aekai, là. » D'un geste du menton, il désigna Kshan qui se tenait derrière le malabarin immobilisé et brandissait le long bâton. « De te replonger illico dans le sommeil. » Il précisa avec un sourire. « Il faut l'excuser, il est un peu maladroit avec un bâton. » Comme Kshan le fixait de ses immenses yeux d'autruche outrés, il se retint de rire et ajouta, avec le plus grand sérieux, « Mais il est très habile de ses griffes, faut le voir éplucher un chat, comme on zippe une braguette. » Cette fois, le Troudontidé ne put se contenir et répéta, avec son accent inimitable de lord anglais. « Éplucher un chat ? Patrick lui lança un tel regard que Kshan ne put que se taire. Toute parole supplémentaire était de toute manière inutile. Le gorille était bien assez terrifié comme ça, et se tordait le cou pour essayer d'apercevoir la tête étroite de Kshan par-dessus son épaule. Le Troudontidé, qui se voulait peut-être rassurant, tenta de lui adresser un sourire qui dévoila ses longs crocs ivoirins, et, avec ses grands yeux dorés, lui donna des allures de psychopathe à écailles. C'était parfait. Ayant terminé de ficeler son dernier client, Patrick se tourna vers son neveu. « Bon, Lucas, il faut agir vite. »« Vite comment ?» demanda-t-il, devinant d'avance la réponse. « Très vite. La Telcorp a dû découper la ville et la région en cadrans et affecter une équipe à chaque zone. Celle-là a dû trouver ton poivreau de l'autre soir et remonter la piste. S'ils n'ont pas averti le central avant d'être sûrs et qu'ils n'ont pas eu le temps de lancer un appel avant qu'on les neutralise, on peut espérer qu'ils ne soient pas au courant. Ça fait beaucoup de si. Tu trouves aussi ? Mais même dans ce cas-là, le temps qu'ils se rendent compte que ces 4 gus ne donnent plus de nouvelles,
Dans 1 heure, on aura toute la sécurité de la Telcorp sur le dos. Pourquoi il nous soupçonnerait, nous en particulier? Parce que Mikhail Kirov, le père de ton copain. Lucas ne comprenait pas. Il y a quelque chose entre lui et toi. C'était plus une affirmation qu'une question. Ça ne te regarde pas. Tu le connais. Je veux dire, tu le connaissais avant que je rencontre Charles. Il avait toujours soupçonné, à la manière dont Patrick et Michael se parlaient, mais aussi dans leur silence, dans leur regard, qu'il y avait entre eux plus que Patrick n'avait jamais voulu lui dire. Il en avait maintenant la certitude. Patrick ne chercha pas à nier. Oui, on se connaît. Il n'en dit pas plus, mais ces simples mots n'étaient que la couche de glace qui recouvre le lac. Un lac que Lucas devinait profond, sombre et empli de choses douloureuses. Assez pour ne pas avoir envie de se croiser plus que nécessaire. Fallait vraiment que tu deviennes ami avec son fils. Tu pouvais pas mieux choisir. Un mouvement vers leur gauche, une silhouette ravissante à la démarche de panthère, un éclat de neige et une pointe de mauve, Corée était là. D'un geste de la tête, elle désigna les 4 prisonniers. Pourquoi épargner cela? Ils nous mettent en danger. Et que voulez-vous? Que veux-tu en faire? Corrigea aussitôt Lucas en se souvenant, bien malgré lui, qu'il s'adressait à sa sœur. Le regard que Corée lui lança se passait de mots, et une fois encore, Lucas mesura l'abîme qui les séparait. Patrick vint à son secours. Désolé ma nièce, ou si vous préférez votre majesté, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais en ce qui nous concerne ici, à la surface, on ne tue pas les prisonniers. Et d'ailleurs, on ne tue personne. Il ajouta, après un instant de silence, enfin, en temps de paix. Corée lui répondit par un rire sans joie. Alors nous ne connaissons pas les mêmes surfaciens. Ceux que j'ai vus à l'œuvre en Télucidar ne semblent pas obéir aux mêmes lois, ou bien ils pensent qu'elles n'ont pas cours chez nous. Elle ajouta, comme Patrick demeurait muet. Et en ce qui nous concerne, en temps de paix, nous non plus ne tuons personne, à part les pires criminels, et encore la plupart du temps, et mis à part pour les crimes les plus odieux. Nous les exilons dans la jungle, hors du territoire de Panchir. Elle marqua une pause pour reprendre son souffle. Lucas devinait les efforts terribles qu'elle faisait pour contenir la peine et la colère qui bouillonnaient en elle. Cela faisait plus de 1000 ans que les cités de Télucidar vivaient en paix, hormis quelques escarmouches aux confins des terres connues et quelques attaques de pirates, quand les surfaciens sont arrivés. Elle tendit une main vers les hommes en costume sombre, et la fureur qui couvait dans ses pupilles n'avait rien de rassurant. Les 4 Malabars suivaient d'un œil inquiet cette apparition irréelle de féminité guerrière. Ce sont des hommes comme eux qui sont venus apporter le malheur à Panchir. Ce sont des hommes comme eux qui ont assis Sipan sur le trône de jade. Elle répéta une fois encore, tournant autour des 4 prisonniers tel un fauve surveillant les mulots qu'il va dévorer. Ce sont des hommes comme eux qui ont réduit le peuple de Kshan et le mis en esclavage. Plus les mots sortaient, plus sa voix montée se faisait plus rauque, plus menaçante, grondement de tigresse. Ce sont des hommes comme eux qui font régner leur loi inique en Panchir, affirma-t-elle, enfin en se penchant vers un des gorilles, comme elle aurait reniflé une proie, ses longs cheveux blancs balayant le visage inquiet de l'homme ficelé. Elle se rejeta en arrière pour assener, tel un juge prononçant sa sentence. Ce sont des hommes comme eux qui ont assassiné ma mère. Elle avait levé sa main, paume ouverte, vers celui qui se trouvait juste devant elle. Sur sa chair cuivrée, la pierre de tellurium brillait d'une lueur plus vive. « Non !» intervint Lucas, en s'interposant entre la jeune fille et sa cible, qui la fixait avec des yeux terrifiés. « Non, ne faites pas ça !» ajouta-t-il, affrontant la flamme homicide de son regard améthyste. « Ne faites pas ça, ça ne soulagera pas votre douleur. Au contraire, ce sera pire. » Il était revenu au vouvoiement. « Qu'en savez-vous » répondit-elle aussitôt, son beau visage tatoué, durci par la colère, une colère sous laquelle Lucas devinait une autre émotion, profonde, vivace, la souffrance. « Je n'ai pas appris grand-chose dans ma vie, mais je crois savoir reconnaître un assassin quand j'en vois un. Je veux dire, une personne qui prend plaisir à tuer. » Il ajouta, avec une calme assurance, alors que Corée, tremblante, oscillait entre la fureur et la honte. « Je ne pense pas que vous en faites partie. »« Je ne... » commença-t-elle, la main toujours tendue devant elle. « Vous n'en retirez que du malheur et de la honte.
Il la devinait qui tremblait sous la terrible lutte qui se livrait en elle. Il ajouta, portant l'estocade. « Ces hommes ne sont pas ceux qui vous ont fait du mal, à vous et à votre famille. »« Ils sont pareils, tenta-t-elle encore, mais sa voix se brisait. La peine l'emportait sur la colère. « Mais pas vous, et c'est ça qui compte. » D'où lui étaient montés ces mots? Il l'ignorait, mais il sut, au moment même où il les prononçait, qu'ils étaient vrais et que c'était précisément ce qu'il devait dire. Elle demeura quelques secondes immobile, le souffle court, sa poitrine sous sa parure de métal au reflet d'or roux, se soulevant et s'abaissant à un rythme pressé, avant de se détourner, comme une enfant honteuse de ce qu'elle avait fait, pour s'enfuir à nouveau dans le recoin de la pièce où elle s'était tenue jusqu'alors. Lucas aurait voulu la rejoindre pour... Pourquoi, au juste? Il n'en savait rien lui-même. Lui apporter le réconfort de sa présence? Mais en quoi était-il sûr que sa présence lui apporterait quelque réconfort que ce soit? Et si c'était le cas, que lui dirait-il? Devant sa beauté souffrante, aurait-il la force de résister au désir de la prendre dans ses bras? Et dans ce cas, que ferait-il? Et c'était bien cela qui lui faisait peur. Il en devenait fou. Fort heureusement pour lui, Chan, s'approchant de la jeune fille qui vint se réfugier contre son torse écailleux, le devança. Lucas, à la fois soulagé et jaloux malgré lui, leur tourna le dos. Pour trouver Patrick, qui lui posa aussitôt la main sur l'épaule. « Bon, Lucas, tu as bien dit que ton copain Charles pouvait nous faire entrer. »« Oui, » répondit-il, pas fâché que son oncle lui offre cette opportunité d'oublier quelques instants les tiraillements de sa conscience et la petite silhouette féline à la blanche crinière et aux yeux de gemme qui l'obnubilaient. « Alors appelle-le. » Lucas ne put s'empêcher de faire remarquer. « Je croyais qu'on ne pouvait pas faire confiance à un Kirov. »« Qui a dit que je te ferais confiance? Tu viens de me demander de l'appeler. » Patrick le dévisagea de son regard pâle et pénétrant, qui, à cet instant, n'avait rien à envier à celui d'un Mikhaël Kirov. « Parce que je n'ai pas le choix. » Du pouce, Patrick désigna Corée et Kshan, réfugiés à l'autre bout de la pièce. « Si nous n'agissons pas vite, l'aventure de ces deux-là, et la nôtre, vont connaître une fin brutale. Et pour l'instant, je n'ai aucune solution de remplacement. On ne peut pas les laisser partir seuls, et nous ne pouvons pas fuir la région. Je suis sûr qu'ils ont mis un barrage au tunnel en haut de la vallée. Et de toute manière, fuir pour aller où? C'est là-dessous que ça va se passer. » Du pied, il avait tapé le sol. Lucas réalisa alors le sens des mots de son oncle. « Tu as changé d'avis? Tu viens? Je veux dire, on y va ?» Patrick accentua un tout petit peu la pression sur son épaule. « Bien sûr que je viens. C'est de mon frère qu'il s'agit. Mais tu avais dit... » « Je sais ce que j'ai dit. » Il secoua la tête. « J'avais peur, j'étais surpris. Je n'arrivais pas à croire cette histoire, mais maintenant c'est fini. La retraite est terminée. Je reprends du service. » Comme Lucas demeurait silencieux, la gorge nouée, il ajouta. « Putain, c'est de mon frangin qu'on parle. Et j'espère que tu ne vas pas croire que je vais le laisser tomber comme une vieille chaussette. Je ne sais pas dans quoi cet emmerdeur idéaliste s'est encore fourré, mais il compte sur moi une fois de plus pour le tirer d'affaire. Et comme un imbécile, je vais y aller. » « Pourquoi ?» ne put s'empêcher de demander Lucas. Il y eut un silence, un long silence durant lequel les yeux de Patrick ne le quittèrent pas, avant que son oncle ne réponde enfin, avec un curieux sourire et une voix un rien étranglée. « Parce que je l'aime. » Il acheva après un instant. « Et toi aussi, grand couillon. » Gêné de cet aveu de tendresse, il reprit son expression autoritaire et se détourna pour se diriger vers la porte de la salle attenante, la salle de muscu qui était son domaine réservé. « Qu'est-ce que tu fais ?» ne put s'empêcher de demander Lucas, alors qu'il sortait de sa poche la clé déverrouillant la serrure. Patrick se tourna à peine vers lui pour lui lancer par-dessus son épaule. « Je vais me refaire une beauté et récupérer un ou deux trucs. Profites-en pour appeler ton pote et sois convaincant, on n'a pas d'autre plan. » La porte se referma sur lui. « Se refaire une beauté ?» répéta Lucas comme si les mots n'avaient pour lui aucun sens. Il finit par hausser les épaules et sortit son portable de sa poche pour constater, sans surprise, qu'il n'avait pas de réseau dans le sous-sol. S'adressant aux deux télucidariens, il lança. « Je dois monter quelques minutes, passer un... » Il brandit un instant le mobile à bout de bras,
mais devant l'expression de Corée et de Kshan, éluda. « Faire quelque chose. Je vous confie les prisonniers, ok ?» Kshan, qui ne comprenait pas plus que Corée, hocha pourtant la tête. Le saurien avait visiblement décidé de leur accorder sa confiance. La jeune fille aux cheveux blancs lui lança un regard luisant qui le bouleversa. Ce fut presque en fuyant qu'il monta les escaliers de la cave pour aboutir au garage, passa à côté de la vieille Citroën de Patrick, qui n'avait jamais mis d'argent dans ses voitures, puis, de là, continua jusqu'au premier étage et s'arrêta dans le salon. Il faisait très sombre à présent. La seule lumière était celle des réverbères filtrant à travers les grandes fenêtres. Il faillit appuyer sur l'interrupteur de la pièce avant de se raviser. Ça n'avait probablement plus guère d'importance, avec le gros 4x4 noir gisant dans la pelouse en face de la maison, mais si quelqu'un observait. Après tout, cela ne paraîtrait-il pas plus curieux encore que les lumières soient éteintes? Il ne savait plus. Il chercha le contact de Charles, alors que l'écran tactile lui montrait la photo de son ami, aussi blond qu'il était brun, et des yeux aussi pâles que les siens étaient sombres, mais sans cette dureté qui caractérisait son père, il pianota sur le clavier. « T'es tout seul ce soir ?» Il avait préféré le SMS, de peur que Michael ne soit dans les parages, et ne demande à son fils qui il avait au téléphone. Dans la pénombre éclaboussée de la clarté orangée des réverbères, il attendit, sursautant au moindre bruit, croyant déjà entendre les roues d'un autre 4x4 se garant devant la maison, juste avant que des pas ne montent les escaliers. Un petit sifflement. Il reporta les yeux sur l'écran luminescent de son portable. « Yep, le pater est sorti. Il y a du remue-ménage ce soir au complexe. Ils sont dans tous leurs états. Rapport avec la foreuse. T'en as entendu parler ?» Un sourire involontaire étira les lèvres de Lucas. « Sûr ?» tapa-t-il aussitôt en réponse. « Peux t'appeler maintenant ?» Une seconde ou deux encore, la petite sonnerie à nouveau. « Préfère pas. Me demande si le pater a pas fait installer un système d'écoute. C'est un vrai parano. Et avec l'alerte, préfère continuer par SMS. » Une seconde ou deux, puis... « Tu voulais quoi ?» Lucas hésita. « Par SMS ?» Il aurait, et de loin, préféré parler à Charles directement. Son doigt volta au-dessus de l'écran pour enfin se décider. « Faudrait que tu me fasses entrer. » La réponse pulsa immédiatement. « T'es malade ?» Une petite pause. Lucas était prêt à lancer son ami, mais n'en eut pas le temps. « Ils viennent de te choper la nuit dernière. Mon pater dit, prochaine, il t'envoie en tôle. » Lucas répliqua. « Mettons que je suis têtu. » Imaginant l'expression de Charles quand il lirait sa réponse, Lucas en souriait tout seul. « T'es surtout con. Ça vaut pas le coup. T'es dingue. Avec histoire foreuse, sont sur les dents. » Lucas prit une grande inspiration. Il allait falloir être convaincant. « Question vie ou de mort, pas le choix, me choperont pas. » Il devina l'expression exaspérée de Charles. « Te chope à chaque fois. » Ah, quel têtu. Il fallait qu'il le décide. « Peut pas faire autrement, besoin de toi ce soir. » L'attente fut plus longue encore. Lucas, qui tournait et virait tout seul dans la pièce, finissait presque par croire que Charles ne lui répondrait pas, quand l'écran s'illumina une nouvelle fois. « Ok, porte Est. » Il soupira de soulagement avant que ne s'affiche la suite. « Mais seulement si tu me dis pourquoi. » Lucas figea. Lui dire pourquoi? Pas par SMS. Il en avait pour des heures. Il fixa un instant l'écran du portable qui le narguait. Comment faire pour convaincre en quelques mots, en dire juste ce qu'il fallait pour exciter la curiosité de Charles sans trop en dévoiler? Il se lança. « Truc énorme, me croiras jamais si je te raconte, faut que je te montre. » La réponse tomba presque aussitôt. « Énorme comment ?» Il l'avait ferré. « T'as pas idée. Jean Roswell ?» Un nouveau sourire étira les lèvres de Lucas. « Plus encore, bien plus. » Quelques instants. Une voix monta des escaliers, une voix claire et chantante, légèrement teintée de cet accent qui n'appartenait qu'à une seule personne au monde. « Lucas, notre oncle vous demande. » Corée. S'approchant des marches, il baissa les yeux pour découvrir la fine et svelte silhouette de la jeune fille et son visage de princesse guerrière, auréolé du blanc soyeux de sa chevelure, levé vers lui. Qu'est-ce qui peut être plus énorme que Roswell? Ce fut presque dans un état second qu'il répondit.
envoûté une fois encore par la beauté d'ailleurs de celle qui se prétendait sa sœur. Quelque chose de merveilleux. L'attente fut longue, plus longue que les fois précédentes. Lucas craignit que Charles n'ait renoncé ou changé d'avis. Il avait tort. « Ok, dans 3/4 d'heure à la porte est. Traîne pas, on n'aura pas beaucoup de temps. » Lucas croyait que c'était terminé et s'apprêtait à le remercier, mais Charles le devança. « Fais attention, moi aussi il risque gros ce soir. Tu plonges, je plonge. J'espère que ça en vaut la peine. » Le regard de Lucas vint s'attacher à Corée, qui attendait son retour, ses grands yeux d'améthyste le fixant avec une supplication muette dans son visage à la beauté étrangère, soulignée par les marques d'une culture qui avait prospéré sous un autre soleil. Un soleil qui jamais ne se couchait. Ça en vaut la peine. Il rangea son portable dans sa poche pour descendre les premières marches et rejoindre l'objet de tous ses rêves et de son tourment.